Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Richard Darmon. Bonjour et shalom. Vous êtes journaliste, un spécialiste de politique internationale et vous venez de publier un livre aux éditions Les Provinciales qui s'intitule La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël avec pour sous-titre 7 octobre 2023, Effroi et résilience. On va bien sûr parler de ce livre qui est très important et qui pose des questions fondamentales, structurelles, par rapport à Israël et à son avenir. Quelques questions d'actualité quand même pour commencer, parce que les autres actualités continuent chaque jour de nous apporter, j'allais dire, des surprises et aussi un certain effroi, on va le dire, puisque j'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur la manière dont en Israël on a vécu ces violences qui se sont produites à Amsterdam avec les supporters israéliens du Maccabi Tel Aviv et qui se prolonge d'ailleurs cette semaine, encore cette nuit, avec une attaque d'un tramway. On a vu les images. Comment est-ce qu'on vit ça en Israël, en quelques mots, Richard Darmon? Écoutez, pas seulement dans les médias qui ont couvert ça en permanence, mais aussi au niveau des consciences et du vécu, cet événement était vécu comme un véritable attentat, un attentat dont il s'avère qu'il n'est pas aussi sanglant qu'on pourrait le redouter, mais ça a été vécu comme un attentat anti-israélien, antisémite, et donc comme une preuve, s'il en fallait une autre, que l'Europe et les pays, les grands pays européens sont en train de basculer dans une permanence et une permanence des manifestations antisémites. Et malgré tout, ce qui s'est passé à Amsterdam, après toutes les manifestations depuis un an dans les grandes villes européennes, ça a en fait marqué une étape supplémentaire. On s'en prenait physiquement à des Israéliens et à des Juifs, puisque souvent, lorsque les agresseurs ne savaient pas identifier leurs futures victimes, enfin, ils lui demandaient s'il était juif ou non. Et donc, c'est quelque chose qui fait presque contigu avec l'anniversaire de la nuit de cristal. C'est quelque chose qui a été vécu de manière très éprouvante en Israël. Hum, Effectivement, avec une autre dimension. Alors, bon, on en parlait, je renvoie d'ailleurs à l'interview qu'on a fait avec Dov Maimon sur cette question il y a seulement quelques jours. L'élection de Trump, deuxième fait d'actualité, plus large que prévu, le président américain pourra peut-être disposer, quand il aura pris ses fonctions, de marge de manœuvre assez large pour agir, notamment sur le plan international. Qu'est-ce qu'on peut attendre de sa politique au Proche-Orient? On a l'impression qu'il va être plus évidemment plus favorable à Israël, mais pas forcément, peut-être qu'il cherchera aussi à imposer certaines choses. Comment vous voyez le phénomène Trump pour Israël et pour la suite de la guerre notamment? On m'avait posé la question avant les élections, à la fois de manière privée et publique, pour me demander qu'est-ce que je pensais des deux candidats. J'avais expliqué qu'il y avait un candidat qui était dangereux et je dirais euh, assez dans le pire des cas pour Israël. Et puis il y avait un autre candidat qui s'appelle Donald Trump, qui semblait, disons, avoir une autre disposition d'esprit que celle assez nettement déclinée que Kamala Harris. Mais le problème avec Donald Trump, c'est que c'est un homme politique imprévisible, autoritaire. Et bon, évidemment que l'organisation générale est beaucoup plus pro-israélienne. Il vient de nommer il y a quelques heures Marco Rubio comme futur secrétaire d'État, un sénateur républicain très pro-israélien, qui va évidemment trancher dans le fond et dans le style avec Anthony Blinken. Et donc, bien sûr que il y a des points communs, beaucoup plus de points communs que de points de désaccord, mais il y a quelque chose dans la politique et dans le caractère, je dirais même, du président américain élu, son imprévisibilité, qui pourrait ne pas nous réserver que des bonnes surprises, même si la direction générale est une direction positive. Oui, alors parce que par exemple, il dit qu'il va mettre fin à la guerre avec le Hezbollah dès qu'il va entrer en fonction en janvier. On a l'impression, quoi qu'il arrive, alors que ce ne sera peut-être pas forcément l'intérêt d'Israël à ce moment-là. Oui, alors c'est paradoxal tout cela, c'est vrai. Enfin, je pense que Netanyahou, qui a parlé déjà au moins 3 fois avec Trump depuis son élection, va déjà commencer à mettre les choses au point. D'abord, évidemment, on peut arrêter une guerre, mais ça dépend comment on l'arrête. Et paradoxalement, la situation le fait que Trump rentrera à la Maison-Blanche le 20 janvier, dans un peu plus d'un mois et demi, ça confirme une fenêtre d'opportunité dans deux directions complémentaires qui apparaissent contradictoires mais si complémentaires. D'une part, ça donne du temps à Israël pour continuer à pilonner le Hezbollah
et à en éliminer les cadres et les arsenaux, comme on a commencé à le faire depuis le début octobre. Et en même temps, ça met à l'ordre du jour une solution diplomatique que les Américains favoriseront. Donc, en fait, il y a, je crois, dans cet intermède d'un mois et demi qui va être capital, il y a la possibilité de s'acheminer peut-être vers une fin de guerre au Liban, mais avec d'autres points marqués par Israël. Et c'est peut-être ça, cette formule de mettre fin aux guerres, tout dépend comment et quand on y met fin, évidemment. Alors effectivement, politique aussi par rapport à l'Iran, hein, qui va être sans doute beaucoup plus forte. Alors au sujet de l'Iran, puis on en restera peut-être là pour les questions d'actualité, les Israéliens vivent une période assez étrange quand même, hein. Téhéran avait fait savoir haut et fort, hein, qu'il allait riposter à cette attaque israélienne contre tous les systèmes de défense. Les ayatollahs parlaient de riposte décisive. Alors, est-ce que cette riposte, on n'en entend plus du tout parler? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle plane toujours, la menace? Ou est-ce qu'on est considéré qu'elle est caduque maintenant? Bah, écoutez, au niveau du décryptage premier, de premier niveau, on a l'impression que les Iraniens sont pas en train de vouloir mettre leurs menaces à exécution pour différentes raisons. Alors évidemment, la principale serait l'élection de Trump, mais aussi un certain nombre d'hésitations sur les moyens et les risques qu'ils prendraient à attaquer Israël, puisqu'Israël avait fait savoir après leurs menaces leur dernière menace, que cette fois-ci, ils répliqueraient d'une autre manière. Donc il y a une valse hésitation du régime iranien, mais paradoxalement, je voudrais indiquer aux auditeurs que d'abord, la défense antimissile, aérienne israélienne est sur les dents toujours. Et d'autre part, il y a aussi ce paradoxe dont je parlais, la période intermédiaire, qui peut jouer en faveur d'une nette suspicion vis-à-vis des Iraniens, parce que quand Trump va rentrer à la Maison-Blanche, attaquer Israël, ce sera peut-être encore plus difficile, parce que là, la riposte risque d'être à la fois israélienne et américaine et assez massive, contre le régime, justement, qui sera ébranlé. Alors, il pourrait, pour sauver l'honneur, puisque je crois que ça fait partie des codes avec lesquels il faut compter, il se pourrait que le mois et demi qui nous sépare de l'entrée en fonction de Trump nous réserve des surprises, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la défense antiaérienne israélienne est sur les dents, et on faut faire attention avec les Iraniens parce qu'ils sont non pas imprévisibles, mais ils calculent beaucoup leurs coûts, et peut-être que le calme qui prévaut depuis leur dernière menace n'est peut-être qu'un signe avant la tempête. Merci beaucoup pour ces quelques points d'actualité. On voit cette période effectivement que vous soulignez, très importante, une période de transition entre l'élection du président américain et sa prise de fonction, donc jusqu'à la fin de cette année civile. Beaucoup de choses peuvent effectivement se produire à l'occasion de cette période. On en vient donc à votre livre, qui est un ouvrage de réflexion, hein, sur les bouleversements consécutifs au massacre du 7 octobre. Alors je lis, ça s'appelle La Seconde guerre d'indépendance d'Israël. Vous avez choisi de qualifier cette guerre de guerre d'indépendance, seconde guerre d'indépendance. Pour quelle raison cette appellation, Richard Darmon? Alors, il y a de multiples raisons, pas seulement parce que c'est un titre qui a circulé à un certain moment, à la fois chez les réservistes, un certain nombre de gradés de Tsahal et d'officiers, mais aussi, et j'allais dire surtout, parce que l'analogie ou le rapprochement avec la première guerre d'indépendance vaut à plusieurs niveaux. D'abord, Israël, au moment de sa première guerre d'indépendance, qui a duré assez longtemps, elle a commencé donc presque au moment de l'adoption du plan de partage par l'ONU, en 1947, fin 47, novembre 47, et puis elle a débouché sur la guerre qui a commencé tout de suite après et qui s'est poursuivie jusqu'à un armistice de 49. C'est une guerre qui a duré un an et demi. Et donc, déjà dans la durée, c'est vrai qu'à part la guerre d'indépendance, la première guerre d'indépendance, cette guerre qui dure maintenant depuis plus d'un an, elle a ce point commun, mais aussi un autre point commun important, enfin deux autres au moins. D'une part, Israël est attaqué sur plusieurs fronts, car on parle souvent dans les news du front nord avec le Hezbollah et de Gaza au sud, mais Israël a été attaqué surtout par des missiles et par des attentats sur au moins 5 autres fronts. D'abord, l'Iran, on en parlait, mais aussi le Yémen au sud, les Houthis, les sécessionnistes Houthis chiites du Yémen, mais aussi les milices irakiennes pro-chiites. Donc ça fait déjà presque 5 fronts. Et puis aussi évidemment des tirs qui ont été opérés depuis la Syrie et le Liban, le Hezbollah, on en a parlé. Et puis il y a aussi
je dirais, une zone dont on parle moins, mais qui fait partie l'un des 7 fronts auxquels Israël doit faire face, c'est la question de la Judée-Samarie, où là, les milices proches du djihad islamiste et du Hamas, sur la suggestion de l'Iran, ont fait des attentats et ont prévu des attentats assez massifs qui ont été déjoués. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, à Toul-Karem, il y a une cellule de terroristes, enfin un immeuble où se réfugiait un commando de 20 terroristes qui avait prévu de passer à l'attaque dans une des localités juives frontalières, donc proche de leur ville, et qui a été déjouée. Et donc on a affaire à une attaque sur plusieurs fronts, multiformes, et ça c'est un deuxième point. Un autre point qui est peut-être lui aussi paradoxal, c'est que de la même manière qu'à l'époque de la première guerre d'indépendance, vous savez comme moi que Tsahal n'a été créé par Ben Gurion qu'après la fin de cette guerre, puisque cette guerre elle a été menée par la Haganah, par le Hetzel, par différentes forces armées qui étaient en fait qui recoupaient les courants idéologiques et politiques à l'intérieur du Yishuv, à l'intérieur de la population pré-israélienne. Et en fait, ce n'est qu'après que ça a été créé. Or, aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est une symétrie inversée, si vous voulez, avec la première dernière indépendance, c'est que l'appel en mars pour faire face au 7 octobre et à l'attaque aussi au sud et au nord, au sud par le Hamas et au nord par le Hezbollah, la mobilisation de 300 000, plus de 320 000 réservistes en quelques jours a créé un phénomène de réservistes de Sahel, a créé un phénomène d'inversion des querelles et de mise peut-être provisoire, mais de suspension des querelles qui avaient prévalu pendant un an durant, pendant l'année 2023 à propos de la réforme judiciaire, avec un pays qui s'était fractionné, et on avait trouvé toutes sortes de courants idéologiques, les pro-réformes, contre-réformes. Il y avait eu, je rappelle, même des tentatives de révolte dans le Sahel et de refus de service, etc. Or, paradoxalement, la massivité de l'événement du 7 octobre et surtout la hauteur et je dirais l'intensité de la riposte israélienne qui a commencé par des bombardements et puis après, 3 semaines après, par une invasion terrestre et des actions terrestres à Gaza, eh bien cela a créé inversement, grâce donc aux réservistes de Tsahal, un mouvement unitaire qui a complètement effacé ces divisions et on a vu au cours des semaines et des mois qui ont suivi plusieurs pas seulement des officiers de terrain, mais aussi de hauts officiers, s'adresser à l'échelon politique pour lui dire que cette fois-ci, il était essentiel de mettre fin aux querelles partisanes et que ce qui était en jeu, c'était l'existence d'Israël au travers de cette guerre. Donc, c'est ça aussi. Vous citez le général Dollfuss, notamment. Oui, c'est ça, le général Dollfuss. Alors, je vais vous dire. Une déclaration courant mars assez importante. En mars dernier, je vous la lis puisque vous l'avez reprise dans votre livre. Hein. Vous devez être digne, il s'adresse aux politiques, vous devez être digne de tous les soldats qui ont donné leur vie pour le pays, vous devez être digne des réservistes qui ne se soucient en rien de leur bord politique et qui se battent les uns à côté des autres. Voilà, c'est ça la nouveauté et c'est assez largement partagé comme sentiment en Israël, cette idée-là. Mais oui, c'est que épaule contre épaule, quels que soient les courants d'opinion, les secteurs, séfarades, ashkénazes, comment dire, juifs, pratiquants ou athées, etc., ou laïcs, comme on dit ici, toutes les factions, toute la mosaïque israélienne se retrouve épaule contre épaule dans le Sahel, et ça a créé un mouvement unitaire d'inversion qui est de la même manière, si vous voulez, que la guerre d'indépendance, la première guerre d'indépendance a forgé Tsahal et que le peuple en armes, entre guillemets, s'est unifié dans Tsahal quelques mois après la fin de la guerre d'indépendance de la première. De la même manière, ici, c'est Tsahal qui a servi à réunifier le peuple au-delà de ses divisions politiques. Et quand on mène une guerre de ce genre, et c'est ce que de nombreux soldats ont dit au travers des médias quand ils ont été tous interviewés à longueur de mois et de semaines, c'est que ils ont senti et profondément vécu qu'il y avait tellement de choses, il y avait beaucoup plus de choses qui réunissaient les Israéliens que de facteurs qui les divisaient. Et c'est ça, en cela, qu'il y a un deuxième souffle pour l'indépendance d'Israël.
Voilà, alors c'est ce qu'on appelle parfois aussi la renaissance d'Israël. J'en profite pour signaler, si vous me permettez, Richard Darmon, à ceux qui nous suivent sur Mosaïque, l'ouverture des réservations pour notre soirée du lundi 9 décembre au centre Begin à Jérusalem, où nous allons parler de cela justement avec le philosophe Michel Onfray, avec le Rav Eliaou Zini et avec aussi Sarah Feinberg, qui est politiste, de cette renaissance d'Israël avec la question vers la reconnaissance des nations. C'est évidemment une autre grande question. Vous Ouais. trouverez en tout cas un lien pour réserver vos places dans la Ah, description J'aurais de cette plaisir. vidéo. J'aurais plaisir à y participer. D'ailleurs, Merci. je voulais aussi signaler en conclusion de ce choix de la Seconde Guerre d'indépendance, je cite un passage déterminant d'un des livres clés qui est sorti en hébreu par le philosophe et l'analyste Mika Goodman, qui s'appelle Le Huitième jour. Huitième jour, puisque ce jour de l'attaque du 7 octobre, c'était le jour de Simchat Torah. Le septième jour, en fait, et lui, il parle du huitième jour, qu'est-ce qui va se passer après, et il annonce quelque chose d'assez extraordinaire sur la base de l'histoire juive et hébraïque. Il annonce la chose suivante, un passage que j'ai reproduit justement à la fin de mon livre, c'est que il s'avère que oui, il a lui-même entendu beaucoup d'officiers, beaucoup de membres du peuple d'Israël qui ont invoqué cette formule de seconde guerre d'indépendance, et il explique que en fait, dans l'histoire, y compris biblique et hébraïque, et aussi dans l'histoire tout court du peuple d'Israël, il y a eu toujours quelque chose qui s'est fait en deux étapes. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'appelle ça la deuxième guerre d'indépendance, c'est que, dit-il, en citant la Bible hébraïque, c'est que le projet du Créateur a échoué jusqu'au déluge, puisque le Créateur a décidé d'éradiquer sa création à cause d'ailleurs de ce qu'on appelle en hébreu le Hamas, mais qui en fait signifie le comportement immoral et violent de la plupart des créatures de l'époque, et donc de recommencer une seconde création en préservant Noé dans l'arche et en recréant un monde après le déluge. Ça, c'est dans les grandes lignes. Après, il dit de la même manière, il y a eu l'étape de la loi que Moïse a reçue, eh bien, il les a reçues deux fois. Une première fois, il les a brisées parce qu'il y a eu le veau d'or, et donc il y a eu des secondes tables qui ont duré. Et puis, il rappelle aussi qu'il y a eu deux moment dans la royauté d'Israël. Il y a eu la royauté de Shaoul qui était fragile et il n'a pas pu tenir. Et puis ensuite, il y a eu la royauté de David qui, elle, a donc été solide et dont on voit encore les résultats aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, il explique que de la même manière, il y a eu une première guerre d'indépendance et il y a une seconde guerre d'indépendance. Cette histoire de deux fois, de deuxième tentative qui réussit, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué l'histoire hébraïque. Et je voulais le signaler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'appelle ça la seconde guerre d'indépendance. Alors, Richard Darmon, tout ça, on le voit, la solidarité du peuple, le fait que quelque chose est en train de changer. Maintenant, sur le plan politique proprement dit, sur ce qui apparaît dans l'actualité, on a quand même l'impression aussi que Israël peut revenir dans ses divisions qui reviennent assez facilement à la surface. Quelle pourrait être la nouvelle donne politique qui pourrait surgir de ce nouvel Israël? On ne la voit pas vraiment se dessiner vraiment encore pour l'instant. Bien sûr, parce que ceux qui ont la parole et ceux à qui on donne des tribunes et ceux qui mènent la danse au niveau du débat public, ce sont les hommes politiques des partis existants, et ce sont tous et les leaders sécuritaires qui ont amené les uns et les autres à cause de ce qu'on appelle en hébreu des conceptions politiques et surtout stratégiques et militaires erronées qui ont amené au 7 octobre. Et donc c'est ce qu'on appelle en hébreu la branja, cette élite politico-sécuritaire qui mène le débat et que les médias interrogent, pas tous les médias d'ailleurs, quelques lucarnes où on voit émerger d'autres voix. Et justement, au travers de ces mois qui ont passé, on a vu dans différents débats, notamment, je cite ça dans mon livre parce que c'est assez exceptionnel, mais nous qui sommes depuis près de 4 décennies en Israël, on n'a jamais respiré un air de liberté et un air d'ouverture aussi considérable que dans le magazine ou le journal d'actualité qui est mené de 6 heures à 8 heures du soir depuis des mois par Ayala Hasson, d'ailleurs une journaliste israélienne mais d'origine franco-algérienne, et qui, bon, complètement israélienne, mais qui a ouvert ces plateaux justement à ce nouveau leadership qui est en train d'émerger, pas seulement dans l'armée, dans la réserve, mais dans tout le pays. Et Qu'est-ce qu'on y entend? Qu'est-ce qu'on y entend alors dans ce débat? on y entend que, je pense par exemple à quelqu'un comme Iris Raïm,
qui a perdu son fils, vous savez, qui a été tué par erreur par Tsahal il y a presque un an, et d'autres encore. Celui qui vient d'être nommé d'ailleurs par Netanyahou comme futur ambassadeur euh, d'Israël aux États-Unis, Leiter. On pourrait citer comme ça une dizaine de noms de personnes qui sont apparues, qui avaient quelques fonctions, mais qui n'étaient pas du tout dans le leadership connu, qui ont affirmé haut et fort que rien ne saurait être, après le 7 octobre, rien ne saurait être comme avant, non pas seulement par rapport à nos ennemis, à la clairvoyance et aux mesures qu'il faut prendre pour les éradiquer, mais surtout pour renouveler le leadership israélien et ne plus faire confiance comment dirais-je, aux idéologues et aux bureaucrates des partis qu'on a connus jusque-là. D'ailleurs, à titre d'exemple, je cite dans le livre le fait que après la déclaration de David, je crois qu'il s'appelle Dan Goldfuss, qui a mis en garde les politiciens contre je dirais, leur sectarisme et leur fermeture, eh bien, les leaders, enfin, le parti qui s'est le plus insurgé contre ces déclarations, il y a eu comme une sorte de tremblement que cela a créé, et c'était le Likoud, tout simplement. Et certains ministres du Likoud, dont Miri Regev, la ministre des Transports, qui est rentrée contre lui de manière très violente, parce que les partis institués sentent un tremblement de terre en train de peut-être se repréparer et qui pourrait créer ce que j'appelle moi dans mon livre un aggiornamento, c'est-à-dire un renouveau complet de la vie politique israélienne. Alors vous me posez la question comment ça peut se faire par différentes voies. D'abord, on parle beaucoup des commissions d'enquête et du fait que notamment Netanyahou refuse toute commission d'enquête, mais si vous voulez, ce n'est pas la seule voie. Ça fait déjà d'ailleurs des années que nous savons que le système politique israélien, le système électoral est complètement désuet par rapport, disons, c'est un ordre des choses qui correspond à un ordre institutionnel, mais qui ne correspond pas à la réalité du pays. Il y a une déconnexion entre la société israélienne et son mode de représentation politique. Donc, l'une des manières qui pourrait peut-être activer les choses, ça prendra du temps, ça ne va pas se faire en quelques semaines, c'est de lancer un mouvement citoyen extrêmement large pour demander la redéfinition de la règle du jeu, de la représentation. Et où on se souvient qu'au début, enfin, je crois que c'était en 2011-2012, il y avait eu une grande révolte, enfin une grande protestation pour la justice sociale. Et ben, je crois qu'aujourd'hui, quelque chose d'encore plus large, ce serait que les Israéliens se soucient de redéfinir la règle du jeu. Et je crois qu'il y a des forces, il y a des leaders intermédiaires. J'énumère d'ailleurs dans un chapitre du livre dans tous les domaines de la société, que ce soit d'ailleurs, il y a aussi le rôle des femmes, pas seulement en politique, Oui, mais justement, je voulais souligner cela parce que vous dites que c'est un autre pôle de restructuration sociopolitique. Les femmes qui sont apparues comme un facteur de renouvellement. En quoi leur regard modifie la situation, peut Alors modifier? d'abord, sans rentrer dans le détail, les femmes, c'était d'abord les épouses de tous ces réservistes, ces mères de famille qui ont tenu leur famille, des fois assez nombreuses, toutes seules pendant des mois. Il y a eu un reportage très poignant hier soir sur une des chaînes de télévision israéliennes qui a interviewé trois de ces femmes qui avaient entre 5, 7 et certaines 8 enfants et qui ont tenu pendant des mois et des mois, presque 300 jours sans leur mari. Ça, c'est d'une part, c'est les héros, les héroïnes anonymes de cette longue guerre, mais il y a aussi les femmes dans les unités combattantes qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis, même en politique, pour la première fois, bien que cela a été contesté de tenir des élections municipales, il y a eu à l'automne des élections municipales où pour la première fois, il y a eu de nombreuses femmes élues. Et on sent bien dans tous les forums de solidarité avec les soldats, pour les aider ou dans tous les forums sociopolitiques qui se sont renforcés, multipliés depuis le début de la guerre, eh bien, les femmes jouent un rôle éminent. Il y a eu des femmes qui avaient perdu leur fils, qui ont fait des allocutions hallucinantes lors des tristes funérailles de leurs enfants, mais qui se sont avérées comme des véritables héroïnes se dressant contre les fermetures de l'ordre établi aujourd'hui. Et donc, il y a une atmosphère
il y a une atmosphère effervescente en Israël. Ça ne transparaît pas dans le discours officiel, mais je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les hommes politiques, quelque part, pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais ceux qui participent à l'opposition, se sentent pas très à l'aise pour l'avenir d'Israël, parce que il se peut, peut-être pas tout de suite, mais que cet avenir se fasse sans eux. Hmm. Alors, vous parlez de beaucoup de choses dans le livre, on n'a pas le temps de tout développer, évidemment. La réforme institutionnelle, donc vous parlez vous appelez une colonne vertébrale institutionnelle nouvelle, vous évoquez aussi le retour à la justice sociale, donc dont vous parliez, conforme aux valeurs hébraïques, vous parlez d'une réforme nécessaire de l'éducation nationale, etc., etc. J'avais envie de terminer sur cette note que vous notez aussi, Richard Darmon, la faculté de résilience. Vous notez que de manière surprenante, l'indice d'optimisme n'a guère baissé en Israël. Alors ça, c'est quand même le secret qu'il faut nous expliquer pour terminer. Oui, eh bien déjà, dès avant le 7 octobre, on remarquait ces dernières années que malgré l'état de tension, parce que les attentats et de la violence, il y en a toujours eu, et, on remarquait que dans les statistiques de l'OCDE, puisque Israël fait partie de l'OCDE, donc de l'Organisation commune de développement économique des principaux pays développés, Israël arrivait en tête déjà pour le taux de fertilité et de nativité par rapport à tous les autres pays. Et puis, il arrivait en dernière place pour le taux de suicide. Alors, c'était paradoxal déjà de noter que dans un pays qui est toujours en état d'alerte, et d'ailleurs, au niveau juridique, Israël est toujours un pays qui est régi par l'état de siège et l'état d'alerte. Eh bien, dans un pays comme celui-ci, c'est un pays dans lequel il y a le moins de suicides et c'est un pays dans lequel on fait le plus d'enfants. En proportion, bien sûr, du nombre de la population. Et donc, déjà, on connaissait cette tendance. Mais le plus étonnant, c'est que l'indice qui est paru donc depuis, je crois que c'était, nous sommes actuellement donc En en novembre novembre, c'est 24. l'indice qui est paru au printemps, je crois que c'est en avril-mai. Il s'avère que toujours ce qu'on appelle l'indice de l'optimisme, il y a toujours un taux très faible d'Israéliens qui déclarent vouloir quitter le pays. Bon, il y a eu des départs, mais sans commune mesure avec le fait qu'il y a au moins entre 70 et 75% des Israéliens qui disent qu'ils se trouvent bien dans ce pays, qui ne veulent pas le quitter. Alors, qu'il a été secoué par le 7 octobre et par toutes les violences antérieures. Et donc, il y a là un potentiel de résilience que les administrés ont mal sous-pesé, une force de vie typiquement israélienne, d'ailleurs, qui transcende complètement toutes les catégories dont on nous ressasse le cerveau dans la presse sensationnaliste, israélienne d'ailleurs. C'est ce que j'explique souvent, celui qui n'a pas passé un Shabbat à Tel Aviv le vendredi après-midi sur le front de mer et qui n'a pas assisté à ces réunions spontanées de gens qui accueillent le Shabbat en musique, alors à leur manière, qui ne sont pas forcément religieux, mais ne sait pas ce que c'est que l'Israël, le rapport d'Israël à sa tradition. Il y a aujourd'hui un renouveau juif et un intérêt vis-à-vis des sources juives qui ne passe pas par les catégories conventionnelles et qui est tout à fait, je dirais, tout à fait atypique et qui marque cette espèce d'unité du peuple d'Israël en train de se retrouver dans son héritage en terre d'Israël et qui n'a rien à voir avec le retour à la religion telle qu'on connaît en diaspora. C'est un phénomène qui va s'accroître et qui va aussi accélérer les reclassements sociopolitiques. Voilà. Bon, bah, écoutez, on espère que tout ça, effectivement, verra le jour. Merci en tout cas infiniment de nous avoir projeté comme ça cette lumière optimiste sur l'avenir d'Israël, sur ce qui est en train de se passer en profondeur, qui n'apparaît pas forcément toujours sur le devant de la scène. Je rappelle le titre de votre livre, paru aux éditions Les Provinciales, La seconde guerre d'indépendance d'Israël. Je signale aussi la parution aux éditions Lishma du second tome de vos chroniques, chroniques d'Israël, qui couvrent donc la période 1985 jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui, dans lequel vous retracez donc votre parcours. C'est votre période israélienne, hein, puisque Richard Darmon, vous avez fait votre alia en 1985 et vous racontez de manière à la fois très précise, aussi poétique un peu, la manière dont vous avez vécu toute cette période. 15 tableaux d'un retour au pays ancien, nouveau. Merci beaucoup, Richard Merci Darmon. beaucoup. Merci à tous pour À votre bientôt. attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.